Alors, est-ce que tu renonces à ça au risque de t'aigrir, d'avoir des regrets, et puis la télé, ça va durer peut-être encore 10 ans, t'en sais rien, et puis de toute façon, ça va s'arrêter? Ou est-ce que tu coupes maintenant que tu es encore plein d'énergie et puis tu te lances dans toute autre chose? Quand l'animatrice vedette, Sandrine Quétier, a choisi de quitter le parquet de Danse avec les stars et la coprésentation de l'émission 50 Minutes Inside, aux côtés de Nikos Aliagas, sa décision était mûrement réfléchie, pesée, argumentée. Ce besoin de liberté, de pouvoir m'exprimer hors du cadre et dans des choses complètement pas normées de la télévision, parce que c'est très normé la télé. Sandrine a sauté dans le vide, comme pour rattraper au vol les rêves de la petite fille qu'elle était et qui n'osait même pas demander l'heure quand elle croisait quelqu'un dans la rue. Ce que je voulais faire, alors j'avais un rêve secret, c'était d'être rockstar. J'étais beaucoup trop timide pour ça et surtout je me sentais absolument pas légitime. Alors cap ou pas cap, d'envoyer valser les codes, les conventions et de vibrer en chanson. Oui, on peut être multiple, oui, on peut faire plusieurs choses et bien les faire à partir du moment où ça résonne en toi. Désormais, appelez-la Quétier. C'est son nom d'artiste, de chanteuse rock. Le titre de son dernier album, Hard to Follow, difficile à suivre. Entre vous et moi, il n'y a pourtant rien de difficile à suivre chez Sandrine Quétier. Sereine et alignée. Ce qu'il faut te dire, c'est qu'il n'y a pas de normes. En tout cas, moi, je ne veux pas de normes. Et si être moi-même, c'est que certains considèrent que c'est être hors norme, eh ben, pour cela, je serai hors norme et ça me va et c'est pas grave, quoi. Bonjour à vous, on est bien tous ensemble sur Entre vous et moi. Merci d'être toujours aussi nombreux, merci pour vos abonnements. Et justement, n'hésitez pas, likez tout de suite, abonnez-vous tout de suite, parlez d'Entre vous et moi à tous celles et ceux que vous aimez. Abonnez-vous, c'est gratuit et c'est comme ça que la communauté d'Entre vous et moi continue de grandir, de s'étoffer. Elle est déjà si nombreuse, mais on attend que vous soyez encore plus nombreux. Et pour cette nouvelle interview, cette nouvelle saison d'Entre vous et moi, eh bien, nous accueillons Sandrine Quétier. Bonjour Sandrine Quétier. Bonjour, comment vas-tu? Je vais très très bien, on s'est dit hors Ouais. caméra. Oui. Alors on ne se connaît pas, Non. on s'est jamais croisés, pourtant on a travaillé très longtemps toutes les deux à TF1. Oui. Il fallait que ce soit là, sur Entre Ben vous voilà, et moi. c'est que ça ne devait pas se faire avant, et c'est le bon moment. J'ai préparé ton interview, tu ne veux pas savoir combien ton parcours a résonné avec le mien. Oui. Donc ça va être intéressant de passer en revue ces différentes étapes de ta vie si riche. Vous la connaissez, Sandrine Quétier, l'une des plus populaires animatrices de sa génération sur TF1. Mais Sandrine Quétier est une artiste aussi, avec tant de talents dans l'ombre qui un jour ont voulu éclore. Et tout a explosé. Et ça, on va en parler parce que c'est ça Entre vous et C'est pas moi. mal résumé. Ouais. En fait, elle n'aime pas être dans une case. Non. Voilà. C'est exactement ça. Et quand c'est trop petit, eh ben, on sort du cadre. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais il faut le temps. Il faut le temps et le courage, l'audace. Je sais pas, moi je pense que c'est du temps, surtout. Ouais. On en parlera. Ouais, exactement. Elle est en pleine lumière, en pleine authenticité, sans masque et sans robe de Danse avec les stars. Non. Sandrine Quétier, là, la guerrière. Vous avez vu comment elle est habillée là? On croirait que j'ai été changer un pneu juste avant. Oui, j'avais un problème de bagnole. Ça te va super bien. Alors, on est reparti dans l'enfance. Tu es née le 30 décembre 70 à Paris, je crois. Oui, exactement, dans le 13e. J'ai 54 ans. Aucun problème? Non. Bah non, c'est la jeunesse, 54 ans. Oh oui. La jeunesse. Ouais, on est bien. Hein. Ouais, on est pas mal. Ouais, on est débarrassé de plein de trucs. Et avant de devenir Sandrine, cathodique, connue, sur les plateaux de télévision, il y avait la petite Sandrine. Et si tu veux bien, on va la découvrir, cette petite Sandrine. Tu as grandi où, Sandrine? Alors, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine, en partie, et j'ai déménagé ensuite dans la vallée de Chevreuse, à côté de Dourdan, dans un environnement très protégé, dans un village où c'était une impasse, donc tout le monde allait chez les uns les autres. Moi, c'était un peu compliqué parce que j'étais très timide, mais ça a été quand même une enfance préservée et protégée. Alors justement, elle était qui, cette petite Sandrine? Elle était trouillarde, elle était timide, elle était peureuse. J'étais terrorisée par la nouveauté, parce que je ne connaissais pas, parce qu'elle n'était pas balisée. Et je pense que ce déménagement dans la vallée de Chevreuse, j'avais 9 ans, 10 ans, je ne sais plus, ça a été un déclic quand même qui m'a permis de gagner un peu de confiance en moi. Mais j'étais une enfant terrorisée, peur de tout.
Une famille aimante, Une papa, famille maman. très aimante, mon papa, ma maman, ma grande sœur. Moi, toujours dans les jupes de maman, bien sûr. Et oui, et je sais pas, peur de tout, quoi. Peur de tout ce qui sortait du cadre, en fait. Et tu penses que c'est ton éducation aussi, papa, maman, qui voulait Non. prendre soin de toi ou pas Non, du tout? pas du tout. Je pense que c'est vraiment un tempérament, puisque mon père essayait de me pousser, voilà. Maman, elle était un peu entre les deux, elle savait pas trop, parce que je m'en rendais malade, quoi. Non, je pense pas que ce soit l'éducation, je pense que c'est un tempérament. On va savoir. Papa qui est chef d'entreprise? Ouais, mon papa qui a une petite entreprise de composants électroniques dans l'Essonne aussi, Ouais. et maman qui bosse avec lui. Et la petite Sandrine, donc, elle n'ose même pas demander l'heure Ouais. à quelqu'un dans la Non, rue? je demande pas l'heure, non, non. Si je dois aller, maman me disait, par exemple, bah, tiens, va chercher le pain chez le boulanger. J'en étais malade, j'arrivais en sueur, je balbutiais, je savais pas parler, je savais pas m'exprimer. Non, c'était l'horreur. Tout était une violence pour moi, c'était terrible. Le regard de l'autre sur toi? Oui, le regard de l'autre, j'avais envie de disparaître, j'avais envie de m'écraser dans le sol et qu'on me voit pas, en fait. Je voulais qu'on me voit pas. C'est dur. Ouais. Ah oui, mais j'ai très vite pris conscience que j'allais pas pouvoir vivre comme ça si je voulais être heureuse dans ma vie. Donc je me suis mis plein de petits défis, qui étaient de demander l'heure, d'aller acheter du pain pour commencer. T'es cap de faire ça? C'est des cap ou pas cap, exactement. Ah ouais. Et ça a été ce qui a régi une grande partie de ma vie. Donc il y a quand même quelque chose en toi d'assez intéressant, c'est que à la fois tu es submergé par cette timidité, sentiment de honte, d'aller voir l'autre, et en même temps une force qui te permet tout de même d'y aller. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas comment te l'expliquer, mais très vite, j'ai pris conscience que si je me laissais complètement aller à ça et que je ne réagissais pas, ça allait être terrible pour moi. Toute ma vie, ça allait être terrible. Donc, toute petite, je me suis fait des petits caps ou pas caps, puis je voyais les autres qui faisaient des choses et ça se passait super bien. Donc, je disais, mais pourquoi? Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Ou pourquoi tu ne le ferais pas? Donc, j'y arrivais à mon rythme, j'y arrivais. L'anxiété? Très anxieuse, très stressée, ah oui, mais ça allait avec tout. Problèmes alimentaires quand j'étais enfant, enfin, la totale. Mes parents, ils ne se sont pas marrés tout le temps avec moi. Et alors, psy, un moment pour comprendre ou pas? Non, pas psy. Ah ouais. Le déménagement a vraiment, enfin si, plus tard moi, Ouais. mais pas enfant. Le déménagement a vraiment été un changement d'environnement, des nouvelles personnes, une liberté. Je ne savais pas trop quoi en faire parce qu'il n'y avait pas de voiture, pas de danger, pas de choses comme ça. Donc d'un coup, j'avais possibilité d'eux. Et puis des gens que j'ai rencontrés qui m'ont éveillée à la musique, qui m'ont éveillée à plein de choses, quoi. Des profs, des instituteurs? Alors, il y a eu des profs, il y a surtout mon voisin, son papa était chef d'orchestre, donc il répétait dans son garage. Et puis lui, il animait une petite radio locale, donc je l'accompagnais de temps en temps. Comme j'étais passionnée de musique, je me sentais bien, là, c'était mon univers. Donc c'est marrant parce que tu as quitté Paris, Ouais. la ville, Mhm. l'effervescence, Ouais. à la fois le lieu où on a l'impression d'exister en pleine lumière et finalement où on n'existe pas, et tu vas en pleine nature, Ouais. perdu, Ouais. pour toi apprendre à construire ton identité. Exactement. Avec le recul, oui, ça a été vraiment des années bénies, des années où je pouvais avoir de l'insouciance, des années où voilà, je me sentais protégée et je n'aspirais qu'à une chose dès que j'étais adolescente, c'est de retourner à Paris. Ah ouais. Ouais. Parce qu'après, tu es à la campagne, c'est super, voilà. Mais à 15-16 ans, bon, moi j'aimais la musique, j'aimais l'art, j'aimais tout ça, donc j'avais qu'une envie, c'était de faire mes études, terminer mes études à Paris. De toute façon, il n'y avait pas le choix, parce que comme je faisais des études de commerce et après de communication, il fallait que j'aille à Paris, je n'avais pas d'école. Et je me souviens de cette première nuit passée dans ma chambre de bonne, j'avais 17 ans, où j'étais à la fois terrifiée, à la fois excitée. C'était vraiment un sentiment très ambivalent. Cette ambivalence, c'est incroyable parce Ouais. qu'on va la retrouver sur tous les moments de ton chemin et Ouais. ce qui va aussi expliquer ce revirement. Oui, ouais. Bah oui, en fait, je me suis toujours dit dans la vie que, déjà, la Sandrine de 15 ans n'est pas la Sandrine de 54 ans, qu'il faut s'écouter, qu'il n'y a rien de définitif à part la mort, donc voilà, et que donc tout est possible. Tout est possible. Alors, ça ne veut pas dire je pète les plombs, mais tout est possible. Donc tu l'as évoqué, hein, tu fais tes études à Dourdan, tu passes ton bac et Ouais. puis une école de commerce Ouais. et puis l'IICP, Exactement. Institut international de la communication Exactement. de Paris. Mhm. Tu veux faire quoi à l'époque? Alors, quand j'étais gamine, je voulais être archéologue. Comme ça, au moins, je me disais, il n'y a pas grand monde pour m'emmerder, à part des pierres et Pas des te faire fossiles. chier.
Personne ne va te parler. Je vais être dans ma bulle, dans mon truc. Ah ouais. Ce que je voulais faire, alors j'avais un rêve secret, que c'était d'être rockstar. Ouais. J'étais beaucoup trop timide pour ça et surtout je me sentais absolument pas légitime. Mais je voulais travailler dans l'environnement, l'univers de la musique, soit sur des tournées, soit sur des concerts, soit sur des organisations d'événements, voilà, des choses comme ça. Quand tu dis que tu n'étais pas légitime, tu t'es pris des baffes, alors j'allais dire symboliques, hein, mais d'amis qui te disaient mais t'es nulle. Non, c'est pas des amis, ça venait de ma famille parce que, je vois un petit coup, c'était une famille qui n'avait pas du tout de fibre artistique, donc ils ne me mettaient pas des bâches. Ouais. Mais c'était pas ça, mais ils me disaient, voilà, okay, avec tes trucs de chansons, voilà, on sentait que c'était pas dans le sérail de ma famille. C'est-à-dire ma famille, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient pas peu de disposition à l'art, mais qui n'étaient pas très ouverts à toute forme de création, parce qu'ils ne le ressentaient pas en eux, en fait. Des terriens, quoi. Donc, voilà, des terriens, pragmatiques. Donc bon, les trucs de... Voilà, je vais écrire des paroles de chansons et je vais chanter. Oui, c'est super, mais c'est un hobby, quoi. Voilà, tu feras peut-être ça. Et en même temps, tout ça m'a tiné du fait que maman... mes parents me connaissaient aussi, ils disaient elle est trop timide, elle a, pour un jour faire ça, quoi. Ouais. Le regard des autres est terrible. Ah bah grave. Mais ça pousse aussi à se dire, tu crois pas moi j'étais une bonne fille, hein, j'étais une good girl, hein, j'étais vraiment la good girl, je faisais ce qu'on me demandait, quand on me le demandait, c'est bien, j'étais impeccable. Ça me rappelle quelqu'un, tiens. J'étais impeccable. Ouais. La musique, tu le dis, hein, ça me réconforte. Tu écoutes les Cure, Dépêche Mode et tu rencontres. Tu découvres Michael Jackson grâce à ta sœur. Oui, c'est ça, Michael Jackson. Là, ça a été une claque. Ouais. C'est-à-dire Michael Jackson, ça a vraiment été une claque. C'est-à-dire que j'avais un peu écouté avant les Beatles, les Stones, j'avais écouté du disco avec ma sœur, j'avais écouté donc ou même des Simon & Garfunkel, des choses comme ça, un peu hippie à l'époque. Et j'entends Michael Jackson et je me dis, waouh, je prends une gifle, mais vraiment. Laquelle ? Quelle chanson ? Wanna Be Starting Something, au départ, avant l'album Thriller même. Je me dis, ce gars, il a tout, ça swing, ça groove, ça chante, les visuels, il danse. Donc j'étais en admiration devant lui. Et ça, j'avais 11-12 ans, je pense. Et puis donc petit à petit, je suis allée dans cette veine. Donc j'ai découvert des artistes comme Prince, deuxième claque. Aussi, notamment l'album Purple Rain, c'était un petit peu plus tard. Et puis tout ce qui était Sly and the Family Stones, toute cette mouvance un petit peu de funk et de rock et de... Voilà, et ça a été incroyable. Et après, ma vraie rencontre, seconde rencontre, ça a été Dépêche Mode. Dépêche Mode, j'avais l'impression que les chansons, ils les écrivaient pour moi. À l'époque, on n'avait pas les internets, hein, donc on était une époque des dinosaures. Donc j'apprenais à l'oreille à essayer de déchiffrer les paroles. Je les écrivais avec un dico d'anglais, mais j'y passais des nuits à faire ça. C'est de comprendre ce qu'ils voulaient dire, tout ça. Et Dépêche Mode, ça a été un vrai marqueur aussi très important dans ma vie. Donc tu as appris l'anglais grâce à Dépêche Mode ? J'ai appris l'anglais grâce aux paroles de chansons. Pas mal. J'étais plutôt bonne en anglais et j'ai appris parce que j'essayais de m'intéresser aux paroles. Alors quand c'était à l'oreille, parfois j'avais pas toujours le bon mot, mais j'ai appris comme ça. Parce que Dépêche Mode, en fait, c'est assez triste, c'est assez sombre. Hein. Pas tout, mais oui. Ah bah ça n'est pas sur la joie de vivre, hein, Dépêche Mode, comme les Cure non plus. Hein. Donc ça réveillait quoi en toi ? Qui va dans une forme de mélancolie, peut-être une forme de compréhension que j'étais une enfant un peu différente. Et donc voilà, donc là-dedans, ça allait. Genre, c'était pas triste, j'étais pas triste de ça, mais je pense que c'était un univers qui m'allait assez bien. Voilà, je me sentais réconfortée, je me sentais bien. Quand on n'est pas tout blanc, tout noir, The Cure, on les voit maquillés d'une manière outrancière, ça me rappellera quelqu'un un peu plus tard. On en parlera. Et tu commences la musique à 17 ans, je crois, en montant un groupe, c'est ça ? Alors, au départ, je joue avec un guitariste, des petits concerts de reprise, en me disant est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'ai le droit, j'ai pas le droit. Donc j'y vais avec la trouille au ventre et en même temps avec ce truc de le concert vient de démarrer, on a 5 chansons et j'ai l'impression qu'il a duré une seconde, quoi, tellement j'ai adoré ça et tellement je me sentais bien dans mon élément. Et à côté de ça, je suis toujours assez... empreinte de ma bonne éducation, entre guillemets, je dis bonne avec des guillemets parce que c'est pas bonne, mais de mon éducation où l'art n'a qu'une place, voilà, donc c'est passe ton bac, fais tes études, trouve un travail. Voilà. Comme je suis plutôt une good girl, je me dis c'est peut-être ça en fait la voie, peut-être que le reste c'est pas pour moi. Je comprends que ça résonne énormément.
Tu te rêves en rockstar, tu l'as dit, mais c'est pas un métier, c'est ce que te disent tes parents. Ouais. Alors après l'école de communication, tu décroches un premier job, on est au début des années 90, c'est quoi comme métier? Alors, c'est en 92-13. Je suis hôtesse sur des salons professionnels. Pour gagner un peu de sous, je fais un peu de photos, un peu de mannequinat, un peu de machin. Et donc, je suis hôtesse sur un salon professionnel et je rencontre le PDG d'une boîte d'opticiens, donc bon, qui me propose un job dans le marketing et la communication pour son groupement d'opticiens. Et donc, j'accepte parce que j'ai pas de boulot. Puis je me dis, c'est génial, c'est mon premier boulot. Donc, je me plonge dans l'univers de la lunette et de la lentille. Voilà, avec une vie, je me dis, j'ai 22, 23, 24 ans, je ne sais plus, je commence déjà, il faut que je commence mon parcours professionnel. Donc, il y a un côté très réjouissant de pouvoir subvenir à mes besoins et très angoissant de me dire, my God, c'est quand même très loin de ce que j'ai envie de faire, quoi. Mais bon. Ouais. Tu rassures papa-maman, tu fais Bien plaisir sûr, à papa-maman. Ils sont contents. Et toi, tu t'oublies un peu. Alors, je m'oublie pas longtemps, parce que ça n'a pas duré longtemps quand même. C'était chouette, j'ai appris plein de choses. Et un jour, en faisant ma revue de presse pour la boîte, je tombe sur une annonce de la Française des Jeux pour une animatrice pour le Keno, même débutante, même qui n'a aucune expérience. Et comme je venais de faire une petite campagne de pub, j'avais des photos, je fais tiens, je vais leur balancer 2 photos. J'avais les cheveux très courts à l'époque, à la garçonne. Il n'y en avait pas beaucoup, je pense que c'est ce qui a fait le... Vraiment, hein. Il y avait très très peu de femmes aux cheveux très très courts. Ouais. Et voilà, ils m'ont reçue. Je me souviens, j'étais sur un salon pro à la porte de Versailles, le salon de la lunette, le Silmo, avec mon petit uniforme du Silmo. Et la Française des Jeux était à Boulogne. Et je me dis, donc je préviens mes boss là-bas, je dis, je ne vais pas être là pendant 2 heures à midi. Donc j'avais calé mon truc pour faire mon casting, pour pouvoir retourner bosser après, ce que j'ai fait. Donc je suis arrivée à la Française des Jeux, et des caméras, des trucs. Alors je connaissais un petit peu parce que j'avais fait des photos, j'avais fait un peu de pub, mais de manière très... quand j'étais étudiante. Et j'étais terrifiée, j'avais l'impression d'être nulle, mais alors c'était horrible. Ouais. Et en fait, c'est comme si je m'en étais débarrassée, je ne sais pas comment te dire. Je suis arrivée, j'ai balancé le truc, j'ai un débit assez mitraillette, voilà, et puis j'ai oublié. Ambivalence. Tu y vas, tu es attirée par ça, tu vas jusqu'au bout et en même temps, tu auto-sabotes le truc. Oui, alors, comme je suis good girl et que ça m'a quand même servi, je connaissais le truc par cœur, le texte qu'on m'avait envoyé à la virgule près, parce que je suis très besogneuse dans la vie, je suis très... même encore aujourd'hui, je me dis détends-toi, c'est pas grave. Mais donc, je connaissais tout bien, j'avais tout bien appris par cœur, parce que je suis une bonne fille, voilà. Et donc, je me dis, bon, ça a dû m'aider, parce qu'en fait, ça m'a un peu détachée du texte, et j'ai essayé de faire des trucs, mais si je revois mes essais, je suis sûre que c'était terrible. Et malgré cela, c'était quand même quelqu'un... Ben oui. Solaire, lumineuse, déjà. Ah, je sais pas, mais... Et donc là, on me laisse un message. À l'époque, on n'avait pas de portable, on avait un répondeur téléphonique à la maison. Et oui. Et là, je reçois « Bonjour, c'est la Française des Jeux, gna 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 » sur mon répondeur. « C'est vous qui êtes sélectionné. » Et là, je me dis « C'est mes potes qui me font une blague. » Donc, je réponds pas, en fait. Je réponds pas, je me dis « Ils me font n'importe quoi. » Et quelques jours après, ça rappelle, là, je décroche et c'est eux qui me disent « Non, c'est bien vous. Votre première est le 13 juin. Donc, il va falloir faire un peu de training avant. » Et là, je suis là, mais pince-moi. Sur France 3, c'est ça? Ouais, pinçons-nous quand même, c'est moi. Donc là, je suis partagée entre la joie de me dire je vais faire un truc de nouveau, je vais quitter mon boulot, je vais gagner plus de sous, et le truc de me dire oh là 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 là, je vais être nulle et je vais être démasquée très rapidement. Parce que tu quittes ton boulot immédiatement? Non, parce que comme je suis une good girl... Tu assures tes arrières? Même pas ça, c'est même pas dans ce sens-là. Ah ouais. C'est-à-dire que j'avais ce truc de me dire, je peux pas me les planter du jour au lendemain, donc je vais former quelqu'un pour me remplacer. Donc je suis arrivée dans le bureau de mon boss, ça c'était drôle. Et c'est pas qu'on s'entendait pas, mais on n'était pas... Voilà, c'était pas... On s'entendait professionnellement, mais on n'avait pas une... Ouais. Et je lui dis, voilà, je vais être là 2 jours par semaine. Il y a 2 jours par semaine, pardon, je vais pas être là, les mardis, les jeudis, puis le reste du temps. Il me dit, mais c'est pas du tout ton contrat. Je dis, oui, je sais, c'est pas mon contrat. Il me dit, mais on va te mettre un blâme. Je lui dis, tu m'en mets 2, 3, 15. Je dis, voilà, ça va être comme ça. En revanche, je ne vais pas partir, je vais essayer de former quelqu'un et on verra dans 6 mois. Et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que les mardis, les jeudis, j'étais sur France 3 en direct. Et dans le reste des jours, j'étais au bureau. C'était un côté un peu marrant pendant quelques mois. Donc là, déjà, tu commences un peu à t'affirmer, quoi. À me rebeller, oui.
Tu n'aurais jamais fait ça quelques années auparavant? Jamais. Mais jamais, jamais, jamais. Comment t'expliques ça? Ah bah parce que la conviction que j'allais dans le bon chemin. Ouais. Tu vois, la conviction, le truc où je me dis, ok, j'ai plein de freins, il y a quand même pas mal de réserves, mais je sais qu'en tout cas, ce sera mieux. En tout cas, ce sera une nouvelle expérience, quelque chose que je ne connais pas, qui m'attire quand même, et en même temps, qui me fait flipper. Bon, je me dis, l'un dans l'autre, c'est bien. Et puis, je me dis, c'est un milieu artistique, entre guillemets, ça me rapproche de la musique, Ouais. je vais pouvoir rencontrer peut-être des musiciens, des fois, tu vois, je me fais un peu un fantasme. Oui, parce que tu ne quittes pas cette idée initiale de musique. Non, hein. puisque 6 mois après, ou je ne sais plus, 1 an après mes débuts au Keno, non, assez rapidement, puisque c'était Renaud Levanquim, le réalisateur, qui m'avait fait mes castings, il m'a appelé pour une émission pour TF1, une émission musicale, il savait que j'étais passionnée de musique, qui s'appelait Minuit lors du clip, où moi je proposais des intégrales d'artistes français. Et il m'a dit, est-ce que tu veux faire ça en plus du Keno? Alors, le Graal, j'ai dit, mais c'est génial. Et là, j'ai appelé mon patron, j'ai fait au revoir président. Je lui ai dit, je me casse, c'est bon, j'ai fait mon truc. Et donc, j'ai, pendant, je crois que ça a duré 1 an, fait à la fois le Keno et ce programme sur TF1. Oui, parce que c'est une boîte de production, donc tu peux travailler pour n'importe quel Anne média. Marcassius, je crois pas, Anne Marcassius, qui était toute jeune Tout à productrice, fait. elle avait 25-26 ans, quoi. Ouais. Voilà, on était toutes des bébés. Et alors, papa et maman, Ah bah, ils hallucinent. ils bah, flippent. surtout. Alors, ils hallucinent en me disant autant, parce que ma sœur, c'est quelqu'un de très easygoing, qui a la tchatche, qui avait qui a le sens avec les gens. Et moi, elle me dit, mais jamais j'aurais imaginé de ça. Mais je dis, mais vois ça comme une thérapie, en fait. En fait, je me paye ma thérapie. En fait, je suis Cap ou pas payée cap. pour faire une thérapie. C'est ma thérapie. Et donc, ils hallucinent. Ils me disent, mais c'est une passade. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu 5 ans, je crois, pour que mes parents comprennent que c'était un métier. Parce que ma maman, elle me disait, bon, mais c'est pas sûr ça, mais quand est-ce que tu vas avoir un vrai métier? Je dis, maman, je gagne 3 fois plus en 2 jours par semaine que ce que je gagnais dans ma boîte. Tout va bien. D'ailleurs, là, je me rappelle de mon premier salaire que j'ai eu avec la Française des Jeux. Je rêvais d'une chaîne IFI Denon. Et donc, le premier salaire, j'ai couru à la FNAC et je suis allée m'acheter ma chaîne IFI Denon dont je rêvais, que je trouvais géniale. Voilà. Et j'étais hyper heureuse. Je me disais, mais j'ai mon matériel hi-fi, j'ai mes trucs, je vais pouvoir écouter de la musique dans de bonnes conditions. J'étais jeune. Hein. Tu as déjà l'impression que les étapes se font, c'est-à-dire que tes étapes pour justement découvrir la vraie Sandrine. Alors non, je suis encore dans la posture. Je suis encore de jusqu'ici, tout va bien. Ils n'ont pas découvert à quel point j'étais nulle. Je suis plutôt là-dedans. C'est fou, oh là là. Après, plus tard, quand j'étais sur M6, c'est qu'on me renouvelait mes contrats, ou ça, je suis waouh. Et en fait, ils n'ont pas vu encore, mais ils vont le voir un jour. Mais c'est douloureux, ça, c'est violent. Bah oui, mais j'ai été faite comme ça et je pense que j'ai commencé à me libérer complètement de ça à 45 ans. Ouais. Entre 40 et 45, on va dire. Ouais. Donc tu l'évoques, hein, tu commences ta carrière sur M6. Il y a Les Piégeurs, le Morning Live. Qu'est-ce que je me suis marrée. C'est vrai. Ah, mais c'est des années géniales. C'est vraiment M6, c'est des années géniales. Ouais. Bah, on était tous jeunes. J'ai participé au lancement de M6 Musique, qui était une chaîne musicale. Donc je travaillais, j'avais une émission quotidienne, donc j'étais dans mon univers complètement. On se marrait, on travaillait beaucoup, mais on rigolait. C'était des années bénies, vraiment, ces années d'M6. Ouais. Je suis éclatée. T'es restée combien de temps? J'ai fait 7 ans. Tu as également une émission sur le cinéma. Hein, ouais, pareil, que j'adore, que une de mes Politiquement passions, rock aussi, politiquement rock, Les Piégeurs. J'ai bossé avec Christian Blachas sur des émissions spéciales de culture pub. J'ai fait le M6 Awards, j'ai fait Play Dance Machine, j'ai fait plein de trucs. Mais ça, tout en pensant que t'es nul, Ouais. qu'il se plante totalement, Ouais. mais j'y vais, je ferme les Oui. yeux, c'est ça. Oui, et puis pas dégrossi, je le vois très good girl encore. C'était, voilà, je faisais pas de vagues. Oui, je monsieur. je faisais ce qu'on me demandait de faire. J'y mettais tout mon cœur. Je travaillais vachement en amont pour être bien, tu vois, pour essayer de me dire au moins ça va peut-être pallier à des trucs si jamais ça se passe pas bien. Enfin, ouais. Et puis France 2, le cinéma aussi te fait les yeux doux à l'époque. Ouais. Raconte-moi, tu as 20 ans et on te propose un En film. fait, on me propose, je croise Pascal Thomas dans la rue et on fait ce qui s'appelle un casting sauvage pour le film qui s'appelait La Dilettante. Et donc, je passe les essais, je suis retenue, on n'est plus que 2, ce qui s'appelle un callback dans le métier. Et je retourne à mon callback et puis c'est pas moi qui suis prise. Et après, j'ai eu la télé, donc bon.
Voilà. Face à toi, c'est Barbara Schulz. Ouais. Une super actrice. Tu te rends compte en Ouais, fait bien sûr. Bien sûr. Et là aussi, si tu avais fait La Dilettante, peut-être que Ma vie aurait ton été autre. destin Il y aurait aurait été toujours eu de la différent. musique, mais ma vie aurait peut-être été autre. C'est comme ça. J'ai fait de la télé et je me suis éclatée. Hein. C'est un échec pour toi, cette En fait, première porte qui se ferme c'est une confirmation de que je suis nulle. Ah ouais. C'est ah bah oui, eux ils l'ont vu. Et pourtant, tu trouves quand même la force de te dire, Bien ok, sûr. je continue. Bien sûr. Bien sûr, je me dis, je vais réessayer, je vais travailler autrement, je vais apprendre autrement, je vais bosser sur moi, Oui, bien sûr. T'as ce moment où tu perds confiance, Jamais. où tu veux pas sortir de chez toi, où tu dis de toute manière c'est fini? Jamais. Qu'est-ce qui... Jamais parce que alors, est-ce que c'est un mécanisme de survie ou est-ce que c'est ma nature profonde? Même encore aujourd'hui, je suis intéressée par tellement de trucs que j'aurais jamais le temps de faire, que je me dis, cette opportunité qui se ferme, ça va être forcément une autre qui va s'ouvrir ailleurs. Donc non, je suis déçue. Enfin, La Dilettante, j'étais déçue. J'étais là, bon, de toute façon, j'étais nulle, donc c'était sûr. Mais je me dis, il y aura d'autres choses. Ouais, mais si tu dis t'es nulle, comment justement tu te dis on va vouloir de moi ailleurs? C'est pas on va vouloir de moi ailleurs, c'est je vais tenter ma chance ailleurs et sur un malentendu, ça va peut-être passer. Sur des choses que moi j'ai envie de faire et qui me tiennent à cœur et qui, voilà. Et comme tout m'intéresse potentiellement, hein, c'est-à-dire que la lecture, enfin l'écriture, le théâtre, le cinéma, la télé, la musique, ouvrir un gîte, faire la cuisine. Non mais il y a mille trucs qui m'éclatent. Donc, il y aura forcément quelque chose. Oui, Ouais. oui. Ouais. Et puis là, on est donc avant la déferlante TF1. Ouais. Est-ce que là, tu te sens pousser des ailes à te dire mais peut-être qu'en fait je suis artiste? En fait, je me dis, je ne suis plus la fille qui va faire de l'optique, mais je suis présentatrice télé, je ne suis pas artiste. Présentatrice télé, c'est pas artiste. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais. Présentatrice télé, tu as un cadre, une émission, tu fais ce qu'on te demande de faire, surtout sur les gros Barnum. Ouais. Et c'était encore plus vrai à mon époque où tu étais quand même assez cadré, tu vois. Bien sûr. Fallait pas trop. Alors, M6 m'avait apporté cette folie, et M6 Musique et Téva, où je faisais une émission complètement déjantée qui s'appelait le Tévaroscope, qui était... En fait, c'était... Le Tévaroscope, c'était un moyen d'exprimer tout ce que j'avais enfoui en moi. Ouais. J'écrivais des horoscopes qui étaient bidons. Et c'était surtout, mais des mises en scène à chaque fois. C'était pas juste l'horoscope face à la télé, mais à chaque fois, il y avait on jouait des scénettes, on s'éclatait, voilà. Donc ça, c'était toute ma créativité et tout avec les. Ouais, donc on sortait, c'était complètement déjanté. Ouais, donc là, tu t'engages sur un chemin qui n'est pas forcément encore celui qui te convient. Non, il me convient à ce moment-là. Attention. Voilà, hein. Ouais. voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'avance parce que je suis dans la découverte, parce que j'ai des jolis programmes, parce que ça se passe bien, et sur M6, et sur France 2, et sur TF1, qu'on me confie des choses. Donc, je prends quand même un petit peu confiance en moi au fil des années. Hein. Je ne vais pas dire que je suis aussi... je ne suis pas non plus... voilà, mais je prends confiance en moi. Je me dis encore, putain, je me vois, je me supporte pas, je me dis qu'est-ce qu'ils me trouvent. Enfin bon, après c'est leur problème. Hein. Ils sont quand même pleins à me dire ça, donc c'est que ça doit être vrai ou qu'il doit y avoir une part de vérité. Je continue à dissocier ce que je fais en musique à côté et la télévision. Mais les deux coexistent. Bon, quelque chose de très important aussi qui peut-être te donne aussi une identité de femme et de mère, c'est que tu deviens maman. Je deviens maman. Hein, en 2001 avec Lola. De ma Lola, exactement. Et en 2003 de mon Gaston. Ah bah oui, ça a été un raz-de-marée aussi. Maman à tout prix ou... Maman, je voulais... C'était pas à tout prix, c'est-à-dire que j'ai rencontré le père de mes enfants et ça s'est fait hyper naturellement. Ok. Ouais. Et je trouvais ça... Et avant de le rencontrer, j'avais pas d'envie de maternité particulièrement. Voilà, c'était le bon moment. En revanche, que je n'avais pas anticipé, et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes, c'est la notion de responsabilité de quelqu'un d'autre que toi-même. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a submergée. Alors, ça a été, hein, j'ai pas fait de baby blue, j'ai pas fait de choses comme ça, mais c'est un truc où d'un coup, j'ai pris conscience, j'ai fait « Ah ouais, ok. Ah ouais, ok. » Donc là, ça rigole pas. Avec une espèce de gravité, alors, qui est passée, hein, mais où je me disais... déjà, ma fille, c'est compliqué dans ta tête à toi toute seule, alors maintenant, il va falloir en plus que tu t'occupes d'autres. Ce qui peut peut-être expliquer aussi la raison pour laquelle tu es restée longtemps dans ce métier que tu aimais, hein, d'animatrice, sans oser finalement faire le pas de côté. Il fallait déjà que tout soit... En fait, oui, il fallait une stabilité pour mes enfants et surtout avec un métier qui était super. Donc je me disais, bon... Tout va bien, quoi. Ouais, tout va bien. Quoi.
arrête. Exactement, tout va bien. J'avais mes concerts à côté. Ouais. On tournait quand même pas mal avec les Jokers. Donc ça allait, quoi. Ouais, finalement, ça allait. Tes enfants naissent alors que tu es déjà en pleine lumière, Oui. puisque tu es déjà sur TF1 en animatrice. En 2004, un an après la naissance de Gaston, ton fils, tu co-présentes ce magazine qui va devenir une référence, 50 minutes Inside, aux côtés de ton ami Nikos Aliagas. Là, quelle expérience, en tous les cas quand tu arrives sur ce plateau, moi je m'en souviens, on vous suivait quand on était même côté rédaction. Tu te dis quoi là? Je me dis, j'ai beaucoup de chance que Charles Villeneuve, et tout ça a été grâce à Laurence Jauman, qui était la productrice des Piégeurs, parce qu'il se connaissait avec Charles et il me dit, je vais lancer un magazine un peu people, un peu infotainment, est-ce que tu connais quelqu'un? Et elle me dit, mais elle lui a dit, t'as quelqu'un qui est Sandrine, parce qu'elle m'avait vue dans les cam-cash, où là on tournait des scénettes, on faisait des trucs, et donc il me rencontre, on discute, je passe des essais et je me dis, ça va être génial. Franchement, je dis, c'est un nouveau format. C'est un montage qui était très rapide à l'époque. Très novateur. Ouais, c'était un peu la ligne éditoriale, c'était un film des experts où tu avais des plans de coupe toutes les 3-4 secondes. Tu vois, c'était un truc très sur. Et je me dis, bon, on y va, c'est super. Franchement, j'ai adoré. Ouais. Et puis en plus, tu peux aussi montrer tes talents de comédienne. Enfin, tu peux aussi sortir un petit peu du cadre. On faisait avec Nico, c'était hyper ça. Qu'est-ce qu'on s'est marré. C'est-à-dire qu'on passait plus de temps à se marrer qu'à enregistrer. C'est-à-dire sur un tournage qui durait 2 heures, on devait tourner, je sais pas, 7-8 minutes de plateau et on a vraiment rigolé, on dansait, on chantait, c'était super. Il était comment avec toi, Nikos? Super protecteur, gentil. On a tellement ri. Mais vraiment, des fous rires aux larmes, devoir s'arrêter de tourner. Je me souviens de tournages où on partait, parce qu'on est parti aussi sur des tournages en extérieur avec Nikos, dont notamment le fameux Harry Potter, on est allé... Dans les studios? Oui. Ils nous détestaient parce qu'ils faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y avait du décor avec de la neige, de la fausse neige. Donc ils m'en balançaient. Il y a un moment, pour tourner une prise, on est devant la Poudlard, la porte d'entrée. Et ma chewing-gum. Je dis, merde, mon chewing-gum, il dit, vas-y, donne-le. Hop, il le balance, ça se colle sur la porte de Poudlard. Donc on a fait tout le plateau. Je regardais mon chewing-gum, j'ai mon chewing-gum dans Harry Potter, quoi. C'est quand même un truc de fou. Voilà, on n'a fait que des conneries. On s'est vraiment bien marré. Et puis, tout s'accélère. Tu rejoins le lancement de Danse avec les stars pendant 8 saisons. Oui. Ninja Warriors aussi, 3 ou 4 saisons. 3 saisons, oui. Et puis d'autres rendez-vous prestigieux où tu es en prime time et où tu es vraiment l'animatrice phare. Tu gardes les pieds sur terre? Ah bah oui. C'est déjà le moment où je me dis que je vais partir, donc oui. Ah ouais. Je sais pas, en fait, c'est mon métier, ça n'a jamais été ma passion, la télé. Oui, mais on sait très bien que une fois qu'on est devant les caméras, il y en a pas mal qui prennent la grosse tête. Oui, mais moi, je rentrais chez moi, j'étais avec mes enfants, ça n'a jamais été ma passion, c'était mon métier. Donc c'était mon métier, donc quand il était fini, on vient passer à autre chose. Après, j'étais contente d'avoir été choisie, bien sûr, pour Danser avec les stars. Je trouvais que le format était super original, super casse-gueule, parce qu'il faut quand même... mais qu'il y avait un défi qui était intéressant. Et j'ai passé vraiment de belles saisons. Mais au bout de 3-4 saisons, je me dis, bon là, il va falloir penser au reste, à l'après. Comment tu trouves cette audace de te dire, ce poste est tellement convoité? Oui. Tout le monde rêve d'être Sandrine Quétier à l'époque, notamment parmi tes collègues. Et toi, ok, en fait, là... j'ai fait le tour, en fait. En fait, j'en avais fait le tour. C'était aussi bien que ce soit, aussi génial que ce soit. J'en avais fait le tour. Et puis je sentais en moi que la musique, refaire des reprises comme on faisait ou des covers avec les Jokers, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie d'essayer de composer. J'avais envie de proposer ma musique. J'avais envie de ça. Et je me suis dit, il y a un moment se pose dans la balance. Ok, alors, est-ce que tu renonces à ça au risque de t'aigrir, d'avoir des regrets, et puis la télé, ça va durer peut-être encore 10 ans, t'en sais rien, et puis de toute façon, ça va s'arrêter? Ou est-ce que tu coupes maintenant que tu es encore plein d'énergie et puis tu te lances dans toute autre chose? Voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc d'un côté, tu croises les animateurs stars de l'époque, Beccaro, De Chavannes, Delarue, Patrice Laffont. Tu te produis dans ton groupe The Jokers avec Santi, avec qui tu vas jouer pendant très très longtemps, l'ancien batteur du groupe La Mano Negra dont on a parlé.
Tu fais des concerts avec eux, Ouais. des zéniths, Ouais. des Olympiades, Ouais. des premières parties, Ouais. notamment de Ouais. Guégan, c'est ça? On a fait une tournée avec Jean-Baptiste Guégan, une tournée des Zéniths. Ouais. On a fait pas mal de premières parties, c'était génial. Et en même temps, tu es apprêtée en robe de petite fille sage. Oui. C'est ça qui est dingue. Oui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un plateau, il y a des croix avec du scotch, Ouais. et on doit se mettre là, etc. Donc d'un côté, tu sors du cadre, tu te grimes en joker, etc. Et puis de l'autre, tu travailles. Voilà. Comme on te C'est un dit de côté faire. très schizo en fait. Hein, Ouais. ouais. Oui, alors bon, voilà, ça c'était mon travail. Et le reste, c'était ma passion et moi. Qui est la vraie Sandrine là-dedans? Ah, les deux, je pense. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un côté très besogneux que je ne peux pas cacher, très good girl, tout ça qui est encore un peu en moi, même si je m'en suis, voilà. Et puis, il y a ce besoin de liberté, de pouvoir m'exprimer hors du cadre et dans des choses complètement pas normées de la télévision, parce que c'est très normé la télé. Ah oui. Mm. Et quand tu rentres chez toi, tu peux pas te regarder. Ah jamais, je me déteste à la télé. Parce je que- ne supporte pas de me voir. Parce que ça ne correspond pas à celle pleine Non, que parce tu que es. je me trouve pleine de tics, pleine de défauts, je me trouve cucul à praline, je me trouve horrible. Je me dis, oh là là là, non, je ne supporte pas. Mais même des interviews que je fais là récemment ou des choses, j'ai beaucoup de mal à me voir. Ok. En revanche, des prestats où je chante, ça je regarde. Ah. Et là je me dis, ah, là je la tenais pas, là machin, là il faudrait faire l'arrangement autrement, là ça sonne bien. Ça, il n'y a pas de Mais problème. en critique positive, Oui, en truc pour avancer, ouais. pas en dépréciation. Pas en dépréciation, parce que en fait, quand je me vois à la télé, c'est moi que je vois, c'est un pan de ce que je suis, et je pense que c'est pas celui que je préfère. Et pourtant, tu es celle-là aussi. Ah oui, ah mais je suis tout. Et bien d'autres choses encore que j'ai pas découvert. C'est vrai? Ah ben grave, j'espère, mais j'espère. D'où ta psy? D'où la psy, ça a été plusieurs moments de ma vie, des coachings, et puis surtout, ce qu'il faut te dire, c'est qu'il n'y a pas de normes. En tout cas, moi, je ne veux pas de normes. Et si être moi-même, c'est que certains considèrent que c'est être hors norme, eh ben, pour cela, je serai hors norme et ça me va et c'est pas grave, quoi. Ouais. C'est ce que j'essaye d'inculquer à mes enfants aussi. Je leur dis, nous, on a eu une génération, la génération de nos parents, où quand tu commençais un métier, tu en prenais pour 40 ans, quoi, tu vois. Je dis, maintenant, c'est terminé. Je lui dis, tu as le droit à 20 ans d'avoir envie de choses dont tu n'auras plus envie à 30 ans et tu auras évolué et c'est tant mieux. Bien et sûr. tout ça, c'est de la richesse. Bien hein. sûr. C'est de la richesse. Et donc, Sandrine Quétier, Ouais. après 20 ans de carrière d'animatrice, dont 13 à TF1, eh bien, tu décides de changer de vie. Ça se passe comment? Alors, ça se passe forcément, les personnes qui reçoivent cette information ont l'impression un peu que je pète les plombs. En se disant, mais qu'est-ce qui te prend? Parce qu'ils C'est ne- Dals, hein. Tu étais Ouais, sur Dals. oui, oui. Et sur Inside, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce moment-là, moi, je l'anticipe depuis des années et je l'ai préparé. Et j'ai enregistré le fait que, intégré plutôt, les gens n'aiment pas ce que je fais en musique, c'est pas grave, c'est OK. Ça, il faut quand même se le dire. Si les Parce gens que n'aiment pas. ça ne fonctionne pas Non, comme tu aimerais. non, si les gens n'aiment pas ce que je fais en musique, il faut que ce soit OK, sinon j'arrête pas. Ok. Si je gagne 5-6 fois moins d'argent, il faut que ce soit OK aussi. Il y a tout ça. Et il faut que ce ne soit pas juste intellectualisé, mais que ce soit digéré. Donc, c'est pour ça qu'il m'a fallu 2-3 ans pour faire ce chemin. Et même encore, et aujourd'hui, je me dis, je fais ma musique, je m'éclate, je suis hyper heureuse qu'il y ait des gens qui me suivent, mais ce n'est pas un problème si je ne suis pas Madonna ou Beyoncé. Tu vois, ça n'a jamais été un problème. 3 ans ou avant de partir là, donc ça veut dire qu'après les enregistrements, tu rentres chez toi, et là, tu te mets à un bureau et tu essaies de regarder. En fait, je réfléchis, ça se fait même pas de manière aussi formelle. C'est-à-dire que je réfléchis à mon après, à ce que j'aimerais faire. Et c'est un vrai travail émotionnel et intellectuel de me dire, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait rester? Pourquoi tu es là? Est-ce que c'est les bonnes raisons? Qu'est-ce qui te manque dans ta vie? Voilà. Et après, quand tu fais un truc d'entonnoir un peu comme ça, que tu te fais pour toi-même, bah, tu en arrives à la conclusion que bah, c'est le moment, quoi, qu'il faut y aller. Et alors, on fait comment? On va voir son patron? Oui, toc toc. Bonjour, j'ai quelque chose à te dire. Voilà, je vais partir. Comment ça, tu vas partir? Je vais pas planter Dals parce que c'était en plein Dals. Je vais pas planter Dals, mais je vais arriver je vais prévenir maintenant. J'arrête à la fin du mois de décembre. Bon. Donc, alors, au début, il y a eu beaucoup de surprises, hein, forcément. Il y a eu- Caprice de star? Alors, il y a eu, est-ce que tu veux plus d'argent? Donc, c'était non. Je dis, je veux partir, mais en fait, alors, mon boss, en l'occurrence, était cool et c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc, il a plutôt été très bienveillant mais il a eu ce moment un peu comme tout le monde de me dire, mais elle pète un plomb, quoi. Qu'est-ce qui lui prend? Elle se fait sa petite crise de la quarantaine.
En fait, les gens avaient beaucoup de mal à imaginer que je puisse partir pour rien. Parce que c'était rien à l'époque, j'avais rien. Enfin, j'avais des projets, des trucs, mais que je puisse partir. Tu partais pas pour une chaîne concurrente. Oui, et souvent on m'a dit, oh là là, je suis sûre qu'on va te retrouver dans 6 mois, ou sur France 2, ou sur M6, tu veux pas nous dire? Je dis, mais non, non, je veux faire autre chose. J'ai adoré ce que j'ai fait, je veux pas commencer à être aigrie, je veux pas commencer à pas avoir du plaisir à venir travailler, je veux faire des choses qui me ressemblent. Et tu pouvais pas faire ces choses qui te ressemblent sur la chaîne? Non. Faire autre chose, plusieurs choses à la fois? Non, non, j'en avais pas le droit. Ouais. Contractuellement, je n'en avais pas le droit. On est dans une case. On est dans une case, même si ça, heureusement, ça évolue depuis, mais je faisais de l'animation, je ne pouvais pas faire de la comédie. Enregistrer un disque, c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué. Parce que les gens n'allaient pas comprendre, mais les gens, ils comprennent très bien, les gens. Oh oui, c'est dommage, c'est tellement dommage. Mais je pense que ça a changé depuis. Maintenant, je pense qu'il y a plus de liberté, mais voilà, c'était comme ça, c'était à l'époque. Donc, finalement, ça te laisse assez peu d'options si tu veux aller au bout de tes rêves. Ouais, t'es au pied du mur. Bah oui, t'es obligé de partir. Et donc, à partir du moment où tu décides et que le 31 décembre, le dernier enregistrement de Dals se fait, tu n'es plus à TF1. Non. Tu travailles le matin. Ouais, ce qui est fou. C'est fou, j'étais au ski. Parce qu'en fait, j'ai enregistré, c'était la semaine de Noël, c'était juste avant la semaine de Noël. Et puis, sur ma dernière d'Inside, j'ai dit, voilà, moi je m'arrête. J'ai fait mon plateau de fin. Et là, quand ça a été diffusé, je me dis, bon, alors ça va, il va y avoir les coups de fil qui va partir dans tous les sens. Et donc, pendant 2 jours, j'ai pas touché à mon portable. J'étais avec mes enfants, famille au ski. J'ai skié. Je me suis dit, je ne vais pas faire d'interview, une pour la presse écrite et une pour une radio, parce que je préfère faire des interviews sur ce que je vais faire après, plutôt que de commenter mon départ. On s'en fout, quoi. En fait, je suis partie. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vais faire après. Donc, c'est ce que j'ai fait quand je suis rentrée. Et puis c'était à la fois excitant et vertigineux. J'avais les jokers toujours, on continue à jouer. J'ai été contactée, comme j'avais dit dans l'interview, que je voulais faire de la fiction et de la musique, par une prod qui m'a fait passer des essais pour une série, pour un épisode. Bon, j'ai fait des essais, j'ai été prise. J'avais pas d'agent. Donc voilà, il a fallu que je commence à me débrouiller comme ça, à trouver un agent. D'ailleurs, mon agent que j'embrasse, qui s'appelle Johan de Burak, un mec génial, parce que c'est le premier qui m'a dit oh ouais, ça va pas être facile, mais on y va justement. Ouais, donc, et c'est toujours mon agent et il est super. C'est la question que je voudrais te poser, c'est que comment tu as ressenti le regard des autres? Parce que souvent il y a la peur en fait. Je l'avais anticipé. J'avais anticipé plein de choses. J'avais anticipé que des gens de mon parcours professionnel de télé, j'en ai peut-être 5 que je reverrai régulièrement, et c'était OK. J'avais anticipé que je n'étais pas attendue, ou que j'étais plutôt attendue, alors 50% avec bienveillance et 50% où les gens disent oh, l'autre va encore chanter, elle va faire de la comédie, tout ça. Tout ça, c'était intégré, c'est pas grave. C'est pas quelque chose qui n'est pas grave. C'est comme ça, tu le sais, c'est le jeu. La petite fille qui n'osait pas dire bonjour, elle est capable de se dire ça va couler. C'est pas grave parce que je sais que moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis, tu sais, je suis un animal qui bosse sur le long terme. Moi, j'ai mon déclencheur plus tard que les autres. Donc je me dis, c'est une question de désir, ces métiers-là. Si tu n'es pas dans le désir à ce moment-là, qu'est-ce que toi tu peux faire, initié de ton propre chef, pas pour être dans le désir, mais pour faire des choses. Donc ça, c'est une conversation que j'avais avec mon agent. Je lui disais, je ne serai jamais la comédienne qui va t'appeler pour dire « Ah, c'est pas drôle, c'est pas drôle ». Je lui dis « Moi, le truc, c'est qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour travailler ?» C'est un process qui est complètement inverse. Donc j'écris. Donc, je fais plein de choses. C'est ça. Exactement. Tu n'as jamais douté? En fait, non, je ne doute pas que je sois dans mon chemin. Ça, c'est sûr, je suis dans mon chemin. Après, le succès, l'envie, c'est autre chose. En fait, il faut dissocier ça. Si tu commences à te dire, tu passes des castings, tu n'as pas les trucs et tout, t'es miné, oh là là, j'ai eu tort. Non, tu n'as pas eu tort, c'est juste qu'à ce moment-là précis, la personne en face de toi, elle n'a pas envie de toi, ou tu as fait une mauvaise prestation, ou voilà. Mais c'est pas grave, pas grave. Et tu n'as jamais douté de ce choix de partir? Ah non, jamais. Non. Et souvent, on me demande, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Je dis, parce qu'avant, je n'étais pas mature. À 40 ans, je n'étais pas mature. Voilà. Et comment réagit Nikos? Ah ils hallucinent tous. Tout le monde hallucine. Alors, mes enfants, je les avais un peu prévenus. Nikos, après, ça a été le premier à me dire, toi, tu es comédienne, tu es chanteuse, il faut faire quelque chose tout le temps. Donc, il me dit, tu vas te rapprocher de ce que tu es. Mes enfants, je leur ai expliqué, parce que là, ils avaient quoi, 15-16 ans. Ils disaient, nous n'allons pas finir sous les ponts, parce que
j'ai eu la chance d'avoir un métier où je gagnais très bien ma vie, donc j'ai pu mettre de l'argent de côté. Donc ce saut dans le vide, il était plus simple pour moi que pour quelqu'un qui n'a pas... Oui. Voilà, forcément. Et ça, j'en ai parfaitement conscience. C'est-à-dire que je n'ai pas fait n'importe quoi en me disant je pète un plomb. Donc j'avais mis cet argent de côté. Donc j'ai dit on ne dormira pas sous les ponts, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ma mère, ma famille, alors là... Qu'est-ce qu'elle nous Mais fait? tu as tout, tu as un métier où tu gagnes très bien ta vie, tu es partie, pourquoi? J'ai dit, bah oui, mais je suis plus heureuse, ça ne m'apporte plus, ça ne me procure plus d'émotions. C'est souvent la peur des autres qu'on doit porter. Hein. Exact, ouais. Ouais. Donc là, et elle a compris, quoi. Déjà, ils avaient mis 5 ans à s'habituer que je fasse de la télé. Elle me dit, là, de nouveau, tu t'en vas, tu vas faire autre chose. J'ai dit, bah ouais, ça va être super. Il faut du courage ou de l'honnêteté vis-à-vis de soi? C'est de l'honnêteté. Ne pas se mentir. Ah ouais, c'est ça, c'est de l'honnêteté. Et je vois tellement de gens avec qui je discute. On me parle, et je dis, toi, tu fais quoi? Il me dit, moi, c'est un bullshit job. Plein de gens qui disent ça. Ou un boulot alimentaire. Un bullshit job. J'ai dit, mais tu passes 40 ans de ta vie à travailler. Je dis, t'as pas envie que ton bullshit job, de le transformer en quelque chose qui soit un petit peu moins bullshit? Non. Et puis plein de gens qui me disent, j'aurais aimé faire comme toi. Mais vas-y, fais-le, prépare-le. Ouais. Ça se prépare. Bah, voilà. Ouais, mais tu as les moyens, moi je peux pas, etc. Qu'est-ce que tu réponds? Non, ça se prépare autrement. C'est-à-dire que en fait, tu as ton point de départ, ce que tu es, là où tu veux aller, et qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux mettre en place comme étape pour y arriver? Ouais. Donc tu vas gagner beaucoup moins d'argent. Ah, mais ça, c'est clair. Mais il y a un déclic à tout ça. Tu expliques qu'il y a la goutte d'eau d'un tournage qui se passe... Moyen. C'était à ce moment-là que je me suis dit, c'est maintenant. Mais c'est quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas alignée à ce moment-là? Alors, en fait, c'est-à-dire qu'il y a un concours de plusieurs choses. Il y a moi qui m'éloigne de plus en plus... Enfin, la Sandrine corporelle, on va dire, qui est sur le plateau, et la Sandrine dans la tête qui est ailleurs. Ouais. Il y a effectivement un tournage qui est un petit peu tendu. T'acceptes pas qu'on te parle comme ça? Non, il y a aussi en manière très personnelle mon papa qui est malade et qui a une maladie d'Alzheimer et qu'on est obligé de mettre dans un centre à peu près au même moment. Et tout ça, je me dis, c'est le moment, quoi. Ouais, il y a des signes. Ouais, va pas passer à côté de... Tu crois en ça? Ouais. Ah oui, parce que je ne l'avais pas anticipé. Je l'avais anticipé que je partais, mais je m'étais dit, je partirai au mois de juin. Je leur dirais, et là, je me dis, non, il ne faut même pas que tu finisses ta saison, en fait. Il ne faut pas que tu finisses parce que tu vas te laisser happer, parce que c'est un métier qui est quand même confortable. On va te dire, mais refais encore une saison et tout. Non, il fallait que je parte. Et qu'est-ce qui fait qu'en toi, tu n'as jamais chancelé? Jamais. Parce que je sais que je suis dans ma vérité. Et que ma vérité, elle est décorrélée du succès, des choses comme ça. Mais que c'est ma vérité de ce que je ressens. C'est-à-dire que j'ai vraiment dissocié la manière dont va être accepté et accueilli ce que je fais, succès, échec, tout ça, et ce que j'ai envie de faire. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis dans ma vérité. Alors, bien sûr, je ne vais pas me mentir et te dire, je suis contente quand il y a des gens qui écoutent ma musique ou qui me disent qu'au théâtre, je suis super et je suis très contente. Mais je sais que ces choses que je fais, je suis dans ma vérité. Ouais. Donc, c'est imparable, ma vérité du moment. Ouais. Peut-être que dans 5-10 ans... J'aurais élevé des chèvres, j'en sais rien, mais là, c'est ma vérité du moment. Et puis, terminer le groupe Les Jokers. Alors oui, parce que on m'a proposé d'entrer, de former un autre groupe qui s'appelle Molly Pepper, où c'était que de la compo. Le groupe Molly Pepper, on n'était pas du tout sur des compositions ou des choses comme ça, c'était des reprises. Et depuis le temps que j'avais envie d'en faire, je me suis dit, allez, il faut que je me lance. On y va. Ouais. Il y a un mot qui me vient. Oui. Libre. Exactement. J'ai l'impression que dans tout ce que tu fais là, oui. tu tends vers ta liberté. Exactement. Et qui n'est pas une constante figée. C'est-à-dire que c'est la liberté de m'aligner par rapport à ce que je suis à un moment T. Ouais. Donc là, je te dis, la Sandrine d'aujourd'hui, peut-être que je ferai complètement autre chose, mais oui, je ne fais pas n'importe quoi. La liberté, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire faire des choses qui résonnent en moi, et qui me nourrissent émotionnellement. Sans approbation, sans attendre l'approbation d'un chef. Pardon. Non, mais c'est-à-dire que je travaille bien sûr avec des gens dans la musique, mais c'est un travail de partage et de co-composition, de co-écriture. J'ai un label qui est génial, qui m'encourage, mais qui me laisse complètement libre. Et complètement libre, je fais ce que je veux, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Respecter. Oui, exactement, dans mes choix. Ouais. Respecter dans mes choix. S'il y a des choses...
il y a toujours matière à discussion. S'il y a des choses, des petits points, on se dit bon, voilà. Mais tout ça est dans le respect et la liberté. Ouais. Et est-ce que c'est aussi cette petite fille sage qui grandit? Ah mais complètement. Hein. C'est-à-dire que si je devais parler à ma petite Sandrine, là, je lui dirais, t'imagines même pas là ce que tu vas faire. Vas-y, détends-toi, ça va bien se passer. Tu n'imagines même pas ce que tu vas faire. Et encore là, t'es pas pleinement celle que tu pourrais être? Ah, je pense que j'y tends quand même. Hein. Là, on y est à 90%, je pense. Hein. Okay. Qu'est-ce que c'est les 10%? Je sais pas. Parce que être libre, c'est pas savoir dire merde pour moi, c'est pas ça. Il n'y a pas cette connotation. Être libre, c'est, je te dis, être aligné avec ce qu'on est. Il y a des gens qui disent que cette liberté, elle passe par des sacrifices. Or, pour moi, ce ne sont pas des sacrifices. Ouais. C'est-à-dire l'aspect financier, tout ça, c'est pas un sacrifice. J'ai dépassé ça, en fait. Ouais. J'ai dépassé ça. Je ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Et aucun ressentiment vis-à-vis de personne? Non. Ah non. Non. Même ceux qui t'ont pas fait confiance à un moment, qui n'ont pas voulu t'écouter? Non. Rien. Non. Ouais, ça aussi, c'est une force. Ben non, parce que chacun est dans son histoire, avec ses problématiques, avec son vécu, son émotionnel. Donc non. Non. Non, non, c'est pas grave du tout. Ouais. C'est aussi le pardon, ça. Oui. Et alors, voilà. La petite fille, présentatrice, elle va même quitter son prénom qui la laisse, j'allais dire, sur cette petite image enfantine de la petite Sandrine. Ouais, en fait, elle devient Kétier. Kétier, c'est une affirmation, c'est un logo, c'est un tampon. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est posé la question avec le label. Moi, je voulais même carrément prendre mon second prénom, qui était Madeleine. Mais bon, mais après, on s'est dit, bon, les gens qui ne te connaissent pas, de toute façon, ne te connaissent pas. Les gens qui te connaissent, Sandrine Kétier, tu fais du rock. Est-ce que c'est compatible avec ton image Sandrine Kétier d'ancienne animatrice? Parce que faut pas se leurrer, hein. Je l'ai toujours et je l'aurai encore, je pense, pendant chez certaines personnes. Et tu l'assumes? Ah oui, oui, très bien. Ouais. C'est une partie de ma vie. Donc on s'est dit Kétier, c'était le bon compromis. Puis Kétier, c'est comme une affirmation de soi, un tampon. Kétier. Ouais. C'est violent, hein? Ouais. Kétier. Ouais. En 2024, ton premier album, et là, c'est aussi fort. On va découvrir l'image. Tu apparais sur la couverture sans maquillage, les cheveux au vent, un peu blondis par le sel, et barré d'une griffe. Ouais. C'est ta signature, c'est quoi? C'est fou. Ouais, c'est ça. C'est un selfie que j'ai pris. Voilà. Ça. Et puis, il y a une petite connotation. Je crois que c'était Warhol qui avait fait ça avec Marilyn, qui avait fait des planches comme ça. Et c'était quelque chose de très brut, en fait. Je voulais quelque chose de très brut. Animal. Ouais. Complètement. Ouais. C'est sort des tripes. Et c'est fou parce que tu vas avoir ce nom, Hard to Follow, difficile à suivre. Ouais. Alors moi, je te suis, mais parfaitement. C'est-à-dire que là, je bois tes paroles et je te suis. Tu crois pas que ceux qui te disent mais on n'arrive pas à la suivre, elle va partout, tu crois que c'est plutôt eux qui n'osent pas? Peut-être, ouais. Parce que c'était, Hard to Follow, c'était vraiment le clin d'œil de ce que j'entends tout le temps. Oh là là, Sandrine, elle est difficile à suivre. Mais c'est une force, c'est une force. Ouais. C'est peut-être eux qui c'est ça, pas... d'être multiple. Oui, on peut être multiple. Oui, on peut faire plusieurs choses et bien les faire à partir du moment où ça résonne en toi. Et heureusement que tu sois difficile à suivre. Ouais. Et dans Hard to Follow, alors j'ai décrypté ça, il y a des titres qui sont une griffe de ta vie, tu vas me dire. Oui. Walking on a Wire, équilibriste, on marche sur un fil. Exactement. Shoot Again. Ouais. Il raconte une cam girl. Alors une cam girl, c'est en fait, c'est des femmes qui se déshabillent pour les hommes. En fait, c'est la revanche des cam girls. Ouais. Elle va se rebeller. Elle va se rebeller. Ça te fait penser à personne? C'est l'arroseur arrosé, peut-être. Peut-être. Oui, un petit peu. Ouais. Deliverance. Ouais. Délivrance. Oui, il y a beaucoup de textes. Tu te délivres? Oui, complètement. T'enlèves tes chaînes? Oui, complètement. Je vais faire une image qui est moche, plus que des chaînes. C'est-à-dire que, j'adore cette image, mais elle est affreuse. C'est-à-dire que tu es un oignon, puis tu enlèves ta peau, tes peaux au fur et à mesure. Ben voilà, pour revenir à l'essentiel. C'est mais ça. On pleure beaucoup, en fait, quand on épluche un oignon. Moi, je n'ai pas pleuré. Moi, ça a été... c'est la joie, quoi. C'est la joie et cri de victoire, cri de libération, plutôt. Ouais. My Kingdom. Ouais, mon royaume d'enfant, où tout était permis quand j'étais dans ma chambre d'enfant. En fait, ce qui est formidable quand on est enfant et qu'on rêve, c'est qu'on peut rêver tout. Moi, j'étais tout, en fait. Donc, c'est un petit hommage au monde de l'enfance où on peut être ce qu'on veut, en fait. Et ce nouveau royaume que tu t'offres enfin. Exactement. Aussi, mon kingdom à moi aussi. Ouais. No fear, même pas peur.
Il n'y a pas de limite et pas de peur. Ouais, la preuve, tu as écrit No Fear dans une salle de bain. Ouais. Il a été enregistré dans une salle de bain, dans un Airbnb, alors qu'on devait juste maqueter ce morceau. Et en fait, j'ai fait une prise et les producteurs de l'album m'ont dit « Ok, on n'y touche pas ». Ouais, avec un ami, je crois, qui est décédé il y a pas François, très longtemps. exactement. Ouais, il est là, quelque part. Oui, il est là. Et puis, Mountains. Ouais, ça c'est une chanson, c'est pas moi qui l'ai écrite parce que ça aurait été trop compliqué. C'est James Elegance, l'artiste avec qui je co-compose beaucoup de morceaux et co-écrits. C'est sur la mort de mon père. Les montagnes. Ouais, c'est la mort, parce que les montagnes, ça a une double résonance chez moi, puisque j'ai une maison à la montagne. Et mon père aimait la montagne, et on l'a imaginé comme une petite étoile qui brille à l'infini et qui est toujours là et qui me protège dans la montagne. Il est toujours là parce qu'en plus, ce que j'ai découvert, je suis très signe. Ouais. L'enregistrement de ta chanson qui se fait à 5h du matin au lever du jour et qui apparaît à ce moment-là, un pan. Ouais, le pan. Et tu gardes le son du pan. Exactement. Je garde le son du pan à la fin. C'était incroyable. C'est lui ? Ah, peut-être. C'est lui qui s'est manifesté. Peut-être. Il était là. Ouais. Ton papa qui est décédé de la maladie d'Alzheimer, tu l'avais révélé publiquement en 2021. Oui. Depuis 10 ans, il souffrait. Oui. Il y a urgence aussi à vivre pour pleinement vivre l'instant, être dans l'instant et ne pas oublier. Je pense que le moment où mon père n'était plus capable de vivre avec ma maman sans être dangereux pour lui ou pour les autres, et donc il est allé dans une unité spécialisée, c'est vraiment le moment où je suis partie de TF1. Je crois qu'effectivement, il y a eu une résonance, il y a eu une urgence. Et je me suis dit, et j'ai même quitté mon mec aussi à ce moment-là, j'ai fait un petit package. Voilà, c'est-à-dire qu'en 2 mois, il s'est passé plein de trucs. Wow. Et de me dire, allez, ça suffit maintenant, il faut y aller, quoi. T'as plus de temps à perdre. Il a pu être témoin de ta renaissance ? Oui et non, mais il était déjà un petit peu ailleurs. Donc j'y allais, on mettait de la musique, tout ça, mais il m'a jamais vu mon album, par exemple. Il était décédé avant. Mais il savait les dernières années de sa vie que je ferais de la musique et que c'était ma passion en fait. Et la mort de ton papa ? Ah, c'est un truc ardos, hein. C'est un truc même si on y était préparé avec maman. Après, il y a quelque chose de très paradoxal dans la maladie d'Alzheimer, c'est que les 2 dernières années de vie de mon père, il ne parlait plus. Il était plus là en fait. Ouais. Donc il était finalement maintenu en vie, mais c'était plus lui. Je l'avais perdu. En fait, je disais souvent à mes enfants, j'ai perdu mon père le jour où il n'était plus capable de répondre au téléphone et de me parler. Donc on s'y attendait. Donc tu as ce côté où c'est violent et où c'est un soulagement aussi. Parce que de voir ton père, qui a été un chef d'entreprise, un homme qui faisait du sport, qui écoutait de la musique, qui lisait, recroquevillé dans un fauteuil roulant avec les yeux dans le vide et qui ne parle plus, c'est violent ça. Et elle s'autorise à pleurer, Sandrine, ou même pas ? Ah oui, j'ai pleuré bien sûr pour le décès. Ouais. Ah oui, bien sûr. Tout de même. Oui. En fait, je ne refoule pas mes émotions. Elles viennent quand elles viennent. Je peux pleurer. Je peux être émue par des choses de la vie. Je peux pleurer devant un beau spectacle. Je peux pleurer devant un paysage. Ouais. Je laisse les choses venir à moi. Parce que ce qui émane de toi là, à l'instant T, c'est une force. Oui. Mais je pense qu'il y a le double aussi. Ah bah oui, bien sûr. Très forte sensibilité. Bien sûr. Que tu caches. Je ne sais pas si je la cache. Moi, je trouve qu'elle est de plus en plus... visible. Ouais, et puis surtout, ma sensibilité, je m'en sers dans... Enfin, ma sensibilité, c'est même pas je m'en sers, c'est elle est là au moment où j'écris ma musique ou des choses comme ça. Donc, non, je la cache pas, je l'accueille au contraire, je l'accueille. Il n'y a pas de peur ah non, pas du tout. à te révéler. Non, pas du tout. Tu l'as évoqué, hein, tu as joué au théâtre, à la télé, en plus de la musique. Alors, on t'a vu apparaître dans Joséphine Ange Gardien, RIS Police Scientifique, Camping Paradis, Meurtre dans le Jura, où là... Premier rôle. Premier grand rôle. Ouais. Et alors, rôle tu sais quoi, ce qui est drôle, c'est que je crois qu'il est passé 10 fois. Ouais, rôle principal, c'était super. Là, tu te regardes. Ah bah là, je me regarde parce que je me dis, bon, alors, là, t'aurais pu être mieux, là, t'aurais pu faire ci. Et puis surtout, on s'est éclaté. On s'est éclaté à le tourner. Là, le syndrome de l'imposteur. Non, là, je me dis, je suis bien. Ouais. Là, il faudrait que je travaille ça. Là, tout est perfectible, hein, bien sûr. Mais je me dis, non, là, je me dis, alors, je le prends en me disant, à quel moment, là, t'es pas dans la vérité parce que ça se voit.
Ouais. Je pense que tout est une question de vérité. Ouais. Quand on peut se regarder, c'est peut-être qu'on est aligné, Ouais, parce qu'on ne se juge pas. exactement. On s'accompagne. On s'accompagne et On puis s'aime. mais on regarde quand même les petits points. On se dit bon, là, ça aurait pu être mieux. Ouais. T'as d'autres projets qui vont arriver en plus de la Alors musique? là, je suis en fin de tournée d'une pièce avec Valérie Mérès, Paul Belmondo, qui s'appelle Willy Lichty, qui s'appelle Totalement Space, qui se passe dans l'espace. Ben évidemment que je le sais, puisque Paul est venu ici. Ah ben oui. Sur le fauteuil. Voilà. Et ensuite, je pars à partir alors, je sors aussi alors, j'ai un single qui est sorti au mois de septembre. Qui cartonne déjà. Je sors à partir du mois de janvier. J'ai enregistré avec Marc Collin. Marc Collin, c'est le monsieur qui fait le label Nouvelle Vague, qui est aussi comme moi un fan des années 80-90 et du rock de cette période. J'ai enregistré un EP complètement différent de ce que je fais, en coprod avec mon label et son label. Donc ça sortira à partir du mois de janvier. Un titre, ouais. Et puis, donc ça sortira, et l'EP sortira en mars, avec certainement des concerts. Et je repars sur les routes de France et de Navarre à partir du mois de février dans une pièce de Didier Caron qui s'appelle À qui la faute, avec Manuel Gélin et Christian Vadim, entre autres, en tournée pendant 1 an. Une énergie. Ah, mais c'est génial. Tu me fais penser à quelqu'un, tu as déjà certainement fait la réflexion. Il y a une certaine Virginie Efira qui un jour a tout plaqué aussi, alors qu'elle était au sommet de son job d'animatrice sur M6, qui est devenue incontournable aujourd'hui. Elle est géniale, c'est une super comédienne. Tu l'as déjà rencontrée? Je l'ai rencontrée dans mes années télé. Ouais. Je la connais peu, mais elle a tellement eu raison de s'écouter. Comme elle, c'est que on peut faire tout, peu importe d'où l'on vient, bien ce sûr. qu'on a fait. Tout est important. Bien sûr. Dans la construction. Bien sûr. Alors moi, ce que je dis à mes enfants, c'est qu'aujourd'hui, je peux encore faire tout, sauf pilote de ligne et chirurgien, parce que je suis trop vieille. Mais oui, tout est possible, bien sûr. Et elle a eu raison de s'écouter. Et elle aussi, au départ, on lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre au cinéma? C'est une animatrice de Alors elle télé. était comédienne aussi avant, hein, mais oui, mais elle c'est une super bonne comédienne. Elle a un talent fou. Elle a un talent fou. Comme on aimerait la recevoir ici. Ah bah oui, j'imagine. Formidable. J'imagine. Ouais, bien sûr. Et elle est née en 77, elle a 48 ans. Comme quoi, à 50 ans, on n'est pas forcément bonne à mettre à la poubelle. On n'est pas périmé, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Non, c'est le début de la vie, la seconde vie, 50 ans. Là. Tu lui dis quoi à Sandrine, la petite Sandrine qui voulait toujours s'auto-saboter, qui se trouvait nulle, moche, insipide? Tu lui dis quoi là? Ah, je lui dis, ma petite cocotte, tu ne mesures pas encore toutes les ressources que tu as en toi, mais crois-moi, ça va bien se passer. Ce ne sera pas forcément linéaire, il y aura des moments plus durs que d'autres, mais au final, ça va le faire. Tu l'aimes, cette petite fille? Mais oui, bien sûr, bien sûr. Ça a été dur avec elle. Oui, bien sûr que je l'aime, cette petite fille. Elle était... voilà, tu as envie de la prendre dans tes bras et de la réconforter et de lui dire tout va bien se passer, t'inquiète pas, te stresse pas. T'es nulle. Ouais, te stresse pas comme ça. Est-ce qu'on peut être dur envers soi-même? Bien sûr, bien sûr. On est notre pire ennemi. Oui, on peut être notre meilleur ami aussi. Ouais. Et ça, on le comprend plus tard. C'est ce que tu es devenue. Oui. À toutes celles et ceux qui n'osent pas se rebeller, tu leur dis quoi? Alors, je leur dis, l'alignement ne passe pas forcément par la rébellion. Il faut s'écouter, il faut mettre en place, entre guillemets, des stratégies. Et puis, c'est pas un gros mot, la stratégie? C'est pas faire semblant? Pas du tout. Bah non, si c'est pour arriver à ton but. Ouais. Tu vois, alors bien sûr, des stratégies, il ne s'agit pas de devenir fourbe, pervers et tout ça, c'est pas ça. En fait, oui, il faut se projeter en fait. Il faut essayer de s'imaginer dans 2-3 ans comment est-ce qu'on peut faire et quelles sont les étapes qu'on peut mettre en place pour être au plus près de soi-même. C'est pas forcément simple. C'est pas le chemin le plus facile. Après, ça demande de prioriser, de revoir ses priorités. Mais moi je dis ça n'a pas de prix quoi en fait. Tu es heureuse d'avoir dit non? Ah mais grave. Ah, mais c'est grave. Pas si dur. Hein. Ah ben non. Non, t'as l'impression que ça va être... Non. Ah non. Ouais. Ah non, et je me souviens le jour où j'ai annoncé, c'est une anecdote à mon boss que je partais de TF1. Au bout d'un moment, il me regarde et il me dit, est-ce que tu peux arrêter de sourire? Bon, gentiment. Il paraît que j'étais, mais comme ça. Ouais. C'est fou, hein. Ça triche pas non plus. T'as le corps qui parle, en fait. Alors que, je le rappelle, j'étais dans une situation où j'étais pas au bagne, j'étais pas dans un truc horrible. C'est pas du tout. Mais j'étais plus en phase. Et à celles et ceux qui nous obligent, qui vous obligent à rester dans une case. Ah bah non. Non, ceux-là, faut pas s'entourer de gens comme ça. Et non, on est tous multiples. Mais
Je pense que ça tend quand même à s'arranger un petit peu et à se libérer un petit peu, ça. Quand on fait du 39 et qu'on veut vous mettre une chaussure en 36, c'est pas non, possible non, en fait. non, non, c'est pas possible. Du tac au tac, Ouais, ton mot préféré, c'est possible. celui que tu détestes. Non, Ton gros mot préféré. merde. La chanson qui te donne des ailes. Never Let Me Down Again de Dépêche Mode. Tu la chantes là? I'm taking a ride with my best friend. J'adore. Et alors, t'invites qui là à ta place dans le fauteuil d'entre vous et moi? Estelle Denier serait bien. Ah ouais. Mm. Ah ouais, tu l'invites? Allez, je l'invite Estelle, viens. Tu vas voir, c'est bien, on passe un super bon moment. Ouais. Mm. Et on a le temps de parler. On a le temps de parler, on a le temps de dire des choses et c'est profond, ça fait du bien. Et bah tu sais quoi? On a mis du temps à se rencontrer, mais je regrette pas que ce soit fait moi là. aussi, je suis ravie. Merci à toi, infiniment. c'était Merci. super. Si vous aussi, comme Sandrine Quétier, vous en avez assez des cases dans lesquelles vous vous sentez à l'étroit, abonnez-vous à Entre vous et moi. Sentez-vous libre de nous laisser un commentaire, un message, un like et faites découvrir ces parcours de vie hors normes. Vous pouvez aussi écouter ce témoignage en podcast sur vos plateformes préférées. Et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de nous soutenir en faisant un don dans le lien en description. Merci à vous.